Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle causerie organisée par l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, donc antenne régionale en Atlantique, et par le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Je m'appelle Antoine Zboralski, je vais être votre animateur aujourd'hui. Je suis doctorant en sciences de la vie et représentant étudiant à l'ACFAS Acadie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Marquis, donc Marie-Hélène qui est doctorante en éducation à l'Université de Moncton. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à toi. Donc, en octobre dernier, tu as brillamment présenté ta thèse en 3 minutes dans le cadre du concours qui porte le même nom. Et ta thèse porte sur le passage vers la parentalité en contexte francophone minoritaire, plus précisément sur la voie des passeurs culturels. Donc, on va y venir dans un instant, on va en parler pendant une trentaine de minutes. Et on va d'abord parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à faire un doctorat sur cette thématique. Et notamment, c'est ça, le travail, aborder ton travail et les défis qui l'entourent dans ce contexte de pandémie. Et ensuite, on parlera de questions un peu plus larges, par exemple la situation des langues minoritaires au Nouveau-Brunswick, également la parentalité et le doctorat, par exemple, ou les nouvelles technologies dans un contexte éducatif que tu as étudié il y a quelques années. Donc on va venir à tout ça. Alors, pour vous, qui nous regardez depuis chez vous, le confort de vos chaises, de vos salons, de votre bureau éventuellement, ou ailleurs. N'hésitez pas à nous regarder en direct, n'hésitez pas à commenter en direct sur Facebook, et puis on tâchera de relayer ces commentaires, ces questions, je tâcherai de relayer ces questions à Marie-Hélène à la fin des 30 minutes. Je tiens à vous remercier particulièrement d'être avec nous aujourd'hui et de nous suivre, donc, que ce soit sur la page Facebook de l'ACFAS Acadie, mais aussi du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Vous pouvez également accéder à une version en plus haute qualité sur Twitch. Le lien apparaît dans la vidéo sur Facebook. Et donc, sans plus tarder, on va commencer, Marie-Hélène. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à étudier ce sujet, comment tu en es arrivé à faire un doctorat en éducation à l'Université de Moncton? Oh, c'est une grosse question déjà C'est en ça. passant. J'ai fait un parcours un peu hétéroclite, je dirais. Je me suis beaucoup intéressée aux sciences humaines dès le début, dès mon plus jeune âge, dès l'adolescence après aussi. J'ai fait un baccalauréat en enseignement secondaire dans la vingtaine. J'ai enseigné au secondaire. J'ai ensuite fait un- une maîtrise en adaptation scolaire et sociale parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes de gestion de classe, de problèmes avec des enfants qui avaient des problématiques particulières, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Donc, je voulais en savoir un peu plus Mhm. là-dessus. Donc, j'ai fait ça au début des années 2010. Et ensuite, on est parti voyager un peu avec mon conjoint. Puis, le doctorat m'a toujours intéressée, mais je laissais ça loin parce que je voyais ça très, très gros, très, très prenant, très, très Un gros engagement. un gros engagement, Mhm. puis penser toujours au même sujet pendant 4 ans, 5 ans, ben 3 ans minimum, mais ça peut s'éterniser. On sait, il y a des gens que ça peut prendre 10, 11 ans à faire le doctorat. Donc, je trouvais ça vraiment trop énorme à l'époque. Je suis allée enseigner, mais ça a toujours trotté un peu dans ma tête là, dans les derniers 10 ans. Puis après, ben, j'ai eu des enfants, je suis restée à la maison avec eux pour m'en occuper. Puis là, j'ai développé une passion pour la petite enfance. Au départ, ma passion était plus chez les adolescents, les jeunes adultes. Plus je vieillis, plus ma passion est pour des plus en plus jeunes. Puis je me suis rendu compte aussi que si on veut faire des êtres humains heureux, ben, il faut commencer dès la naissance. Donc, je me suis passionnée comme ça pour la petite enfance. Puis je me suis toujours aussi passionnée pour les langues. J'avais fait le cégep qu'on appelle au Québec. C'est l'équivalent comme des 2 premières années universitaires ici. J'avais fait ça en langue parce que j'étais beaucoup intéressée par les langues. Donc, le développement langagier en petite enfance, ben, ça allait de soi pour moi après, finalement. D'accord, donc et pourquoi Moncton en fait? Pourquoi l'Université de Moncton? Pourquoi Moncton? Parce que j'ai toujours aimé l'Acadie. On a eu aussi une opportunité d'emploi avec mon conjoint. Puis on voulait s'installer en milieu plus ou moins francophone. On voulait s'installer en milieu bilingue. On ne voulait pas être dans une grande, grande métropole. On voulait rester au Canada. On voulait être près de la mer. Donc, Moncton remplissait tous ces critères. Puis on est bien ici. Ah, tant mieux, c'est vraiment c'est un beau parcours. Alors, toi maintenant, tu étudies vraiment comment les futurs parents vont transmettre leur langue, comment ils réfléchissent à transmettre leur Oui, langue en contexte minoritaire, en francophone surtout, oui, leurs enfants, oui. aux générations suivantes. Donc, comment donc, tu as expliqué comment tu en es arrivé Mhm. à
t'intéresser à la petite enfance, mais pourquoi ce sujet précis de la langue? Pourquoi ce sujet précis de la langue? Parce que je trouve que ça fait partie du développement global de l'enfant, puis la langue, c'est la base de tout. C'est comme ça qu'on peut communiquer. C'est sûr avec les tout petits, les bébés, on peut communiquer à l'aide de gestes aussi. Il y a beaucoup le non-verbal, mais la langue, c'est la base de tout. C'est là qu'on commence à avoir une vraie relation avec son enfant. Et je m'intéresse beaucoup, en fait, à la relation entre le parent et l'enfant, la relation entre le parent et l'éducatrice quand l'enfant commence la garderie. Et tout ça, ça passe par la langue. Donc, Mmh. il faut que l'éducatrice et le parent puissent se comprendre. Il faut que le parent et l'enfant puissent se comprendre. Il faut que l'enfant et l'éducatrice puissent se comprendre. Donc, pour moi, le développement langagier, c'est une des priorités là, en petite enfance. En milieu minoritaire, encore plus parce qu'on est entouré d'anglophones, pas nécessairement entouré d'anglophones, mais on est entouré par les médias anglophones, on est entouré par la publicité anglophone. C'est difficile de trouver des livres en français, par exemple, pour Mmh. les enfants. Donc, il faut vraiment faire un effort particulier quand on est en milieu minoritaire pour vouloir éduquer ses enfants en français. Et Et il y a pas que le français. Moncton, c'est quand même une ville de plus en plus multiculturelle. Donc, il y a aussi des familles d'autres origines linguistiques qui sont ici. Puis, c'est autant important pour eux que pour nous, les francophones, ou que pour les gens des Premières Nations de transmettre leur langue maternelle. ouais, on viendra plus tard sur la question de toute la question linguistique minoritaire au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Donc, ton travail de doctorat, en fait, il consiste en quoi? C'est quoi ton objectif à travers ce travail? Bien, en fait, mon objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive les parents à vouloir transmettre leur langue ou à ne pas vouloir la transmettre. Et je m'intéresse particulièrement aux parents francophones minoritaires, mais aussi aux parents allophones. C'est pour ça que je mentionnais ça tout à l'heure. Et mon objectif, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la langue à la maison, de l'usage qu'ils font de la langue, l'usage qu'ils font de la langue dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça aussi que je m'intéresse aux parents qui vont avoir leurs enfants. La plupart des études en développement langagier sont faites avec des familles où les enfants sont déjà à l'école, où les enfants ont déjà plus de 4-5 ans. Mmh. Moi, je m'intéresse vraiment aux petits, aux bébés. On pourrait dire, bien, pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas encore. Mais non, mais tout commence par les parents. Donc, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que les parents veulent faire. Et ensuite, quelques mois plus tard, je vais aller les interviewer. Pour l'instant, j'envoie un questionnaire aux futurs parents pour savoir quelles sont leurs origines linguistiques, comment ils communiquent avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs conjoints, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour leurs enfants. Puis après, j'aimerais les revoir en entrevue plus approfondie pour savoir est-ce que vous arrivez à faire ce que vous vouliez faire. Vos vœux pieux que vous aviez au début, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce que vous arrivez à faire chez vous? Comment vous conjuguez votre vie de couple? Parce qu'on sait que dans la région, il y a aussi beaucoup de couples exogames, c'est-à-dire que les deux conjoints n'ont pas la même langue maternelle. La plupart du temps, dans la région ou au Canada, ça serait anglais-français, mais ça peut aussi être français-portugais ou Mmh. arabe-italien, ou ça peut être un mélange de n'importe quoi finalement. Ah, je comprends. Est-ce que c'est quelque chose qui me vient à l'esprit tout d'un coup, en fait, est-ce que ta recherche, va forcer les gens à s'engager sur une sorte de programme pour leur enfant, programme linguistique? Ils vont se dire: «OK, on veut faire ça», et sachant qu'ils vont devoir, faire un bilan après, ça va pas les forcer à vraiment appliquer ce qu'ils avaient décidé? Est-ce que ta recherche va avoir un effet? Après, c'est les sciences humaines en général, on peut pas Je tout ne sais faire. pas si ça va les forcer à faire quelque chose, mais c'est sûr qu'un des buts non avoués dans ma recherche, c'est de leur faire prendre conscience des choix qu'ils ont. Parce que des fois, on s'en va dans la parentalité, puis on pense à tellement de choses, la nourriture, comment on va nourrir notre bébé. Est-ce qu'on va allaiter? Est-ce qu'on va pas allaiter? Est-ce qu'on va rester à la maison? Comment l'habiller et tout? Puis la langue n'est pas nécessairement une de nos priorités quand on attend notre enfant. Et c'est pas nécessairement l'objectif de la thèse, mais c'est vrai que j'aimerais que le fait que les gens ou les futurs parents voient qu'il y a un questionnaire qui est à leur portée, bien, peut-être que ça va leur permettre de réfléchir à ça un peu avant le temps. Mmh. Peut-être que normalement, ils réfléchiraient quand l'enfant commence à parler, puis ils diraient: «Oh mon Dieu, ça fait déjà 1 an qu'on parle comme ça à la maison, mais là, finalement, c'est pas ça que je voudrais». C'est vrai que ça pourrait aider que les parents y réfléchissent un petit peu à l'avance, alors qu'il y a d'autres parents qui vont y réfléchir 10 ans avant d'avoir des enfants aussi, là. Donc,
il y a toutes sortes de parents comme il y a toutes sortes d'enfants. Euh, Donc il y a oui. aussi un aspect de sensibilisation derrière, qui N- est pas, c'est peut-être pas l'objectif, non, pas nécessairement. C'est pas mais l'objectif. C'est pas l'objectif, mais c'est sûr que ça peut être un des effets ou une des conséquences à mhm, la recherche. Déjà, là, présentement, on en parle. Donc, si j'avais pas fait la recherche, on n'en parlerait pas en ce moment. Donc, veux pas, tu as un peu un objectif de, peut-être pas de la sensibilisation, mais de, d'é- ouais, d'éducation, de sensibilisation générale, peut-être pas ouais, ciblée, mais de d'en parler du parler. sujet et Oui. que ce soit un vrai sujet. Je pense que c'est important d'en parler parce Mm, que je crois beaucoup à ce sujet et je pense que c'est la base de tout, là. mhm. Non, c'est vraiment un aspect intéressant de ta recherche, justement. Et justement, quand on commence, tu me parlais de l'article que tu es en train de rédiger Oui, sur le cadre conceptuel, et c'est pas facile parce qu'il faut synthétiser. oui. Est-ce que tu veux en dire plus, justement, sur ce cadre théorique que tu utilises ou est-ce que c'est quelque Ben, chose? je peux en parler un peu. En fait, j'essaie d'élaborer un modèle conceptuel pour trouver en fait les facteurs, tous les facteurs qui influenceraient les choix des parents. Donc, tous les facteurs qui influenceraient les choix des parents, mais par extension, tous les facteurs qui pourraient influencer l'acquisition langagière et le développement langagier des enfants. Parce que l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque Mhm, chose de fluide, c'est pas coulé dans le béton. Tu n'as pas une partie de ton cerveau qui est dans une langue et l'autre partie qui est dans l'autre. Donc, c'est vraiment un amalgame de tout. C'est beaucoup environnemental. C'est quelque peu aussi tes capacités d'apprendre ou pas, mais très peu par rapport à ce que l'environnement dans lequel tu es va influencer, là. Donc, j'essaie de monter un modèle disant que le statut de la langue dans la région où tu es va beaucoup jouer sur le fait que le parent va choisir de parler sa langue minoritaire mhm, à ses enfants ou non. Les comportements langagiers des parents entre eux ou des parents avec leurs amis vont jouer aussi sur ce que l'enfant entend, ce que l'enfant veut dire, ce que l'enfant veut dire aussi. Donc, c'est ça. Donc là, je suis en train de lire toutes sortes d'articles, d'essayer de fignoler mon premier article parce que je fais une thèse par article sur justement le cadre conceptuel que je veux utiliser pour après pouvoir interroger les parents puis savoir en fait qu'est-ce qu'ils en pensent eux. Parce que ultimement, peu importe ce que la recherche dit, le but ultime de ma thèse, c'est de savoir ce que les parents en pensent. Parce que peut-être que la majorité des parents de la région, en fait, ne pensent pas à ça ou ne sont pas préoccupés par ça, puis se disent l'enfant va choisir de parler la langue qu'il veut. Ça se peut aussi. Parce que comme on a le choix ici de parler anglais ou français, il y a quand même 30 de francophones à Moncton. Donc, peut-être que des parents vont laisser ça dans les mains des enfants ou dans les mhm. mains de la garderie ou dans les mains Du service disponible, oui. de la Parce que communauté au grand complet, quoi. ça peut aussi être une lutte incessante d'essayer de transmettre le français, par exemple, à ses Oui, enfants dans un milieu majoritairement anglophone. oui. J'ai pas d'enfant, donc c'est difficile pour moi d'en parler spécialement. Mais, euh, j'allais dire sur la question, vraiment sur la question dans ton questionnaire que tu vas envoyer, que tu as envoyé déjà, que tu as commencé à diffuser, est-ce que tu t'intéresses aussi justement à ces allophones dont tu Oui, parlais, ces gens qui oui, arrivent au Nouveau-Brunswick, par exemple, et qui ont pour première langue une langue différente du oui. français ou de l'anglais? Oui, oui, aussi. Ben, en fait, c'est un questionnaire tout simple, là, c'est savoir quelle est votre langue maternelle, quelle est la langue de votre conjoint, la langue de Mhm, vos parents. Et surtout, il y a le cœur du questionnaire, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour votre enfant? Dans quel type de service de garde vous voulez l'envoyer? Est-ce que vous voulez l'envoyer en service de garde? Vous voulez rester à la maison avec lui ou qu'il soit en milieu privé? Et dans quel type d'école vous voulez l'envoyer? Parce qu'ici, encore une fois, on a le choix. Donc, la thèse, c'est dans l'essence de la thèse, c'est le choix, en fait, le choix des parents. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'ils veulent choisir ou à quoi ils réfléchissent. Qu'est-ce qui va déterminer leur choix, la motivation derrière leur choix. Donc, est-ce qu'ils vont choisir d'aller en immersion du français, d'aller à l'école française, d'aller à l'école anglaise? Puis, tous ces choix-là, ben, ils sont motivés par la façon dont ils pensent, par leurs idéologies, par leurs croyances. Donc, la deuxième partie de ma thèse, qui est à la suite des questionnaires, c'est d'aller interroger quelques-unes de ces familles, puis savoir c'est quoi justement les idéologies sous-jacentes
qui leur font choisir choisir ou ou pas. non, là. Oui. Ouais, donc c'est ça, ouais. Donc, est-ce que tu as déjà des prédictions par rapport? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'attends à trouver vraiment, des choses qui sont bien connues et que tu penses que ça va se retrouver dans le Grand Moncton, ou au contraire, tu penses que ça va pas se passer de la même façon ici parce que on est dans le sud-est du Nouveau-Brunswick? Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature depuis les derniers 20 ans dans le domaine de la politique langagière familiale. Donc, moi, je me concentre en politique langagière familiale. C'est le nom qu'on donne au champ de recherche, mais on ne va pas nécessairement établir des politiques. Il va y avoir des familles, comme tu me tendais une perche tout à l'heure, il y a des familles qui vont choisir d'établir des règles à la maison sur le parler. Disons, tous les mercredis, on parle en français. Mhm. Cette activité-là, on la fait toujours en anglais. Cette autre activité-là, on la fait en espagnol. Il y a des familles qui vont choisir d'éduquer leurs enfants dans le multilinguisme aussi, dans 3 ou 4 langues. Puis chaque activité va être dans une langue différente. Certains vont compartimenter les langues familiales, d'autres non. Ouais. Euh, Mais c'est ça. Après, ouais. on va passer sur justement Oui, la suite. Comment se déroule ton projet de thèse, et par rapport à la Covid, justement, est-ce que tu as eu des difficultés? oui, bien, COVID, évidemment, a donné des difficultés à tout le monde. Moi, j'ai présenté mon examen prédoctoral le vendredi 13 mars, jour où nous sommes passés en confinement. Mon projet était génial. J'étais censée aller dans des cours prénataux, me présenter moi-même, prendre contact avec les futurs parents et leur passer mon questionnaire, leur parler de ma recherche, faire un petit peu de, comme tu me disais tantôt, sensibilisation, mais non. Et ben, COVID est arrivé, donc tout est tombé à l'eau. Il n'y a plus de cours prénataux en personne depuis le mois de mars. Ils ont peine à en donner même de manière virtuelle. On n'a plus le droit de se parler vraiment en direct, de se parler de personne à personne. Donc ça, en sciences humaines, c'est un élément qui est super important. Quand on fait de la recherche avec d'autres humains, c'est plus facile d'aller chercher des participants quand on peut leur parler, quand ils nous connaissent, quand il y a un contact physique, là, parce qu'il y a comme un petit contact émotionnel qui se fait. Et depuis que tout doit se faire virtuel, bien, je pense que presque tous les gens qui font des études supérieures présentement en sciences humaines doivent rencontrer le même genre de problème. C'est très difficile d'aller recruter parce que tu es Mhm. toujours à travers un écran, donc il faut que tu ailles recruter à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres gens qui disent je connais telle personne, mais comme ils ne te connaissent pas vraiment, ils n'ont peut-être pas nécessairement envie de t'encourager. Donc, ça, c'est le plus gros problème que j'ai rencontré, ouais, le Un vrai recrutement. défi. Et j'ai dû aussi changer toute ma méthodologie parce que ne pouvant plus aller. Donc, avril-mai, c'était un remaniement de la méthodologie, trouver des solutions. Là, j'ai réussi à faire un questionnaire virtuel. Donc, il y a une plateforme de questionnaire en ligne, d'ailleurs, qui va apparaître bientôt. Si vous êtes en attente d'un enfant, futur papa, future maman, je vous invite à remplir le questionnaire, C'est ça. s'il vous plaît. Andy va l'afficher dans un instant, et puis vous pourrez scanner le QR code et puis éventuellement le lien en commentaire de cette vidéo. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous attendez des enfants, effectivement, participez au questionnaire de Marie-Hélène. Puis, je pense que ça permet aussi Ouais. de se poser des questions intéressantes Oui. sur l'avenir linguistique de ces enfants. Donc, vraiment, Oui, puis à la fin du questionnaire, la dernière question demande si vous êtes intéressé à poursuivre la recherche pour faire une entrevue de couple. Donc, disponible en français et en anglais. Les entrevues seront aussi en français et en anglais. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que pour tout le monde, il y a dû avoir un remaniement de la méthodologie, un remaniement des formulaires de consentement. Je pense que et toutes les entreprises ont dû faire des protocoles éthiques. Bien, en recherche aussi, là, on a dû établir des protocoles pour pouvoir interviewer nos gens, pour pouvoir... c'est ça. ouais. C'est sûr que ça nous a forcé à repenser beaucoup de choses Oui, dans nos usages de recherche, nos pratiques de recherche. Je recevais Eric il y a un mois maintenant. Lui est en littérature, donc c'est plus facile d'interagir avec les œuvres, euh, avec son objet de recherche. En biologie, ça pose aussi d'autres problèmes si on doit aller sur le terrain, par exemple, dans l'Arctique, par oui, exemple. Là, on ne peut plus voyager. c'était définitivement impossible de s'y rendre. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de défis, comme partout. Et j'espère que ça va s'améliorer dans les mois à venir. J'espère que ça changera peut-être aussi de nouveau Hum, peut-être même ça pourrait changer ton axe de recherche ou ton angle. Est-ce que oui, ça pourrait oui, influencer ça pourrait, ça pourrait. Mais j'espère avoir fini avant la pandémie, à la fin de la avant la pandémie. fin de la pandémie? Bah, pourquoi pas? Ou peut-être si la pandémie se termine rapidement, Oui, euh, peut-être, on peut le peut-être, souhaiter aussi. peut-être.
Donc oui, c'est ça, recherche et sciences humaines, recherche Mmh. en sciences humaines avec le Covid, c'est difficile, Mmh. ça pose des défis. Maintenant par rapport aux langues minoritaires, au Nouveau-Brunswick, on change un peu de sujet, en tout cas on élargit. Est-ce que, justement, tu parlais des langues autochtones, par exemple, au Nouveau-Brunswick, qui ont aussi besoin d'être transmises et puis c'est un sujet au Canada qui revient maintenant régulièrement de protéger et renforcer les langues Mmh mh. autochtones dont certaines ont été quasiment perdues, Mmh. si c'est pas perdu complètement. Est-ce que toi, dans ta recherche, tu prévois de regarder ça ou est-ce que c'est vraiment francophone, toi, tu restes sur le français? Ben, francophone et allophone. Moi, mon modèle de recherche, en fait, c'est le quantitatif va être au service du qualitatif. Donc, en distribuant mon questionnaire, ben, après, je vais approfondir par rapport aux résultats que j'ai puis aux répondants que Mmh. j'ai. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a très, très peu de personnes autochtones qui sont en attente d'un enfant parce qu'il y a beaucoup moins d'Autochtones qu'il y a de personnes, disons, européennes, Mmh. d'ascendance européenne. Donc, oui, si j'ai la chance d'avoir un questionnaire rempli par une personne qui est issue des Premières Nations, ben oui, je vais le mentionner dans ma thèse, puis je vais essayer d'aller plus loin, puis je vais essayer d'avoir cette personne-là en entrevue si elle veut bien. Mais après, c'est ça. Ça Les dépend des sciences résultats, humaines, en ouais. fait, c'est que tout dépend de la volonté, c'est volontaire aussi, donc tout dépend de la Mmh. volonté des participants. Donc ta thèse, tu l'as fait avec les données que tu arrives à récolter, puis avec les participants qui sont bien enclins à s'ouvrir à toi, parce que c'est toujours, c'est un peu, tu t'immisces un peu Dans dans les l'intimité, ouais. réflexions profondes des gens, là. Parce que la question de la langue, c'est relié avec la question identitaire. La question identitaire, c'est toujours un peu émotionnel. Donc, oui, si j'ai la chance d'avoir des répondants qui sont issus des Premières Nations, c'est sûr que je vais le mentionner. Si j'en ai pas, ben, je peux pas nécessairement Bah, c'est ça, rien dire sur tu eux, vas pas là. inventer des résultats, C'est donc ça, c'est exact. vrai, je te souhaite d'avoir le plus de diversité possible Oui, le but, c'est d'avoir de la oui, diversité, ouais, c'est ça. pour pouvoir vraiment ressortir. C'est ça qui est le plus intéressant de toute façon, c'est Oui, quand on a des choses diversifiées, on a plus de résultats à ouais. discuter et ça fait une plus grosse thèse et une thèse plus satisfaisante aussi pour Oui, les gens qui la font. Donc j'espère que ça t'arrivera. moi aussi. Euh, il est 13h52, je continue un petit peu avec mes questions. Donc, tu as mentionné que tu as eu des enfants Oui, et donc tu mènes ton doctorat en même temps oui, que tu dois t'occuper de tes enfants aussi avec ton conjoint. oui, Donc, c'est quoi les défis par rapport à ça? Parce qu'on l'oublie souvent, mais il y a beaucoup de doctorants, doctorantes qui ont des enfants oui, pendant leur doctorat et oui, qui arrivent tout à fait à oui. gérer les deux. Donc, comment toi, tu vis ça? Ben, c'est pas seulement au doctorat ou à la maîtrise ou au bac aussi, là, il Oui, y en a bien sûr, ouais. dans tous les domaines. Ben, moi, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis enfin décidée à faire un doctorat, c'est que je voulais pas avoir de travail contraint de 9 à 5 que je dois être là. Je voulais pouvoir être disponible s'ils sont malades, disponible s'ils ont quelque chose, disponible s'ils ont mal dormi. Je Mhm. voulais pouvoir être très, très, très flexible dans mon emploi. C'est sûr que la première année doctorale, tu as des cours, mais tu as quand même juste 2 ou 3 cours semaine. Donc, pour moi, c'était comme naturel d'aller vers le doctorat dans le sens où c'était un emploi. Je vois ça comme un emploi parce que j'ai eu la chance aussi de recevoir une très belle bourse là, du gouvernement CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines. Donc, c'est très flexible. Puis, j'avais un besoin intellectuel inassouvi. J'étais à la maison pendant 4 ans en faisant des petits... je travaillais peut-être 10 heures semaine à côté, mais j'ai adoré être à la maison. J'ai développé plein d'outils pédagogiques en petite enfance Mhm. dans mon chez-moi, mais je manquais un peu de stimulation intellectuelle plus profonde. Donc, le doctorat venait répondre à ça. Mais c'est sûr qu'après, c'est comme tout emploi, tu as le stress qui vient avec et tout, là. Les contraintes, mais moins de Euh, contraintes que, c'est ça, Moins de une job contraintes 9 que à si 5. j'avais, comme on dit, si j'avais à puncher de 9 à 5. Puis Mhm. étant enseignante aussi, c'est un métier qui est très prenant. Puis moi, j'ai toujours tout fait en prenant beaucoup à cœur. Et je ne me voyais pas pouvoir avoir autant de patience avec mes 24, 25, 30 élèves dans la journée, puis retrouver mes enfants le soir, puis avoir encore de la patience. Donc, il fallait que je trouve Mhm. d'autres choses pour rester dans le domaine de l'éducation, mais pour pas nuire, parce que là, j'aurais nui et à mes élèves, et à ma santé, et à mes enfants. Donc, il fallait Mhm. que je trouve quelque chose pour Rassembler le tout. rassembler le tout, puis continuer surtout continuer à faire quelque chose pour la société, à se sentir utile pour la société, c'est très important, là. C'est quelque chose qui revient souvent chez les doctorantes, les doctorants, ou même les étudiants à maîtrise, c'est de contribuer Oui,
On contribue à la science, aux sciences en Oui, général, au savoir. Et c'est vrai que c'est ça, c'est très, comment dire ça? Ça nous apporte beaucoup. oui, oui, parce que on veut tous changer le monde. Puis moi, j'ai toujours dit que j'allais être étudiante toute ma vie. Donc, le doctorat, ça te permet de continuer d'être étudiant. Je peux plus vraiment venir prendre un verre au coude parce que je m'occupe de mes enfants, mais j'aime la vie étudiante. J'aime qu'on a toujours des connaissances à apprendre. On peut toujours faire une petite formation ici. On peut donner des charges de cours. Donc, on transmet nos connaissances. Le monde académique me passionne beaucoup. Mais je comprends que ça doit être difficile. Par contre, je voudrais juste ajouter qu'au 21e siècle, on n'est plus seul dans l'éducation de nos enfants. On est deux. La plupart des couples sont vraiment deux. C'est 50-50. Puis je ne pourrais pas le faire Mhm. si on était en 1960. C'est clair que je n'aurais pas fait de doctorat, même si j'avais eu le droit de le faire en tant que femme. Mais au 21e siècle, on a la possibilité d'être une équipe quand on est une famille. Donc, ça nous permet de les deux travailler puis les deux Ouais, réaliser nos rêves. c'est ça qui est beau. Mais en 1960, l'université de Moncton n'existait pas, donc Bon, 63, malheureusement. 64. Non, je plaisante. Mais effectivement, c'est bien d'avoir réussi à concilier tout, donc à la fois le développement personnel, en fait, Mhm. l'épanouissement personnel, les Oui. besoins de ta famille Mm. et, euh, et finalement aussi les besoins de la société. Parce que Oui, c'est aussi de ça qu'on parle, le côté de la langue, oui. de transmission de la langue. Ben, c'est ça. Il faut essayer de s'accomplir Et dans tous les aspects de la vie. tout à fait. Et donc après, tu parlais un peu plus, tout à l'heure, tu as évoqué, t'en as parlé rapidement, des parents qui plaçaient leurs enfants dans les services de garderie, par Oui. exemple, et puis qui laissaient en fait, qui faisaient par défaut, et la langue serait choisie par les services dans lesquels Mhm. tu places tes enfants, parce que tu n'as pas Mhm. t'as pas toujours le choix Mhm. de placer tes enfants dans un service qui te convient ou Oui, qui a parce la que langue qui te convient. on sait que les listes d'attente sont énormes dans les services de garde, particulièrement les services de garde francophones, parce que de un, il y a moins de place, je crois. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais on a l'impression qu'il y a moins de place au prorata des De la enfants population, de hein. la Mhm. population francophone et anglophone. Donc, beaucoup de parents vont être contraints de mettre leurs enfants dans un service anglophone ou un service bilingue. Bon, service bilingue, en théorie, c'est français et anglais, donc c'est pas si contraignant. D'autres parents vont aussi choisir de mettre leur enfant dans un service de garde qui n'est pas leur langue maternelle pour que leur enfant ait un développement langagier bilingue dès le départ. Ça aussi, c'est un autre choix là, familial. Mhm. Donc, des parents anglophones peuvent choisir de mettre leurs enfants dans une garderie francophone pour que leur enfant, Forme d'immersion. ouais, en Ouais. forme d'immersion, ou l'inverse, des parents francophones qui mettraient leurs enfants volontairement dans une garderie anglophone. Mais c'est ça, c'est qu'il y a quelques recherches aussi qui montrent que plus tôt tes enfants sont en service de garde, bien, plus tôt ils acquièrent un peu la culture du service de garde dans lequel ils sont, donc la langue dans Mhm. laquelle Les c'est codes. parlé, les codes dans laquelle c'est parlé. Donc, plus longtemps tu es à la maison avec tes enfants ou que ce soit ta famille qui garde tes enfants, mais plus tes enfants vont se développer dans leur petite enfance, juste dans la culture familiale Mhm. ou dans l'amalgame de culture familiale, parce qu'on peut quand même être issu de deux cultures différentes dans une famille. Là. Heureusement. Mais c'est ça, c'est que, en fait, c'est ça. Le service de garde amène une troisième culture, parce que même si les deux parents sont francophones acadiens, ils ne viennent pas du même endroit, ils ne sont pas dans la même famille. En tout cas, ils ne sont pas censés être dans la même famille. Mhm. Donc, tu vas avoir la culture de la mère, la culture du père et la culture du service de garde. Fait que l'enfant va avoir trois cultures, même si c'est la même langue de toute façon. Donc, si en plus c'est des langues différentes, bien là, ça augmente la complexité. Là. Puis là, après, bien, il faut que ça devienne conscient pour le parent. Ben, mais qu'est-ce que je veux que mon enfant acquiert? Quel langage je veux que mon enfant parle? Est-ce que je veux que mon enfant parle déjà français en arrivant à l'école française si je choisis l'école française? Ou pour moi, il va apprendre comme les autres quand il arrivera. Donc, c'est ça, c'est tout. Les choix des parents impliquent plein de sous-choix puis plein de conséquences. C'est ça là, qui m'intéresse, là, c'est d'aller voir toute la finesse là, Mhm. qui se passe là-dedans. Est-ce Là. qu'il Le faut- cheminement de pensée du parent, est-ce que le parent va penser jusque-là? Tu sais, t'es enceinte ou ta femme est enceinte ou est-ce que tu penses à dans 5 ans? Mhm. Pas nécessairement, tu sais. C'est vrai. Quand tu disais, tu viens juste de le dire, je vais retrouver.
Heu, là, ça rajoute de la complexité d'avoir une Oui. troisième culture. Est-ce que quand tu parles de complexité, c'est pour les parents justement, pour gérer ça, pour la complexité, ça devient complexe pour les parents de gérer cette situation? Ou est-ce que c'est aussi pour les enfants que ça pourrait devenir complexe? Bien, c'est sûr que les enfants, ils sont en apprentissage là, depuis le début, donc tout est complexe pour un enfant, là. Dès la naissance, tout est complexe. Donc oui, ça rajoute une complexité parce que même si, encore une fois, même si le service de garde est proche de chez toi, la même culture, d'où tu viens, la même langue, bien, ce ne sera pas les mêmes règlements non plus. Tu Mmh. sais, les enfants, c'est beaucoup, tu sais, on a le droit de faire ça à la maison, mais on n'a pas le droit à la garderie. Donc, juste ça, l'enfant doit s'ajuster quand il arrive en garderie à 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais si en plus, il doit avoir la barrière de la langue, puis je ne sais pas si on a le temps pour une anecdote, mais Vas-y, vas-y. quand on a eu notre premier enfant, on est déménagé, il y avait 9 mois, on est déménagé en Suède, on habitait en Suède. Donc, on parlait que français chez nous. Moi, j'allais à des cours pour apprendre le suédois pour les immigrants, pour pouvoir parler à des autres mamans, d'autres papas Mmh. dans les parcs. Et on parlait en anglais avec les gens qu'on côtoyait. Donc, notre enfant a eu 1 an en Suède et je le voyais, là, il était vraiment mêlé, là. D'accord. Puis je l'ai mis dans un service de garde pendant 1 mois pour faire 1 mois à temps plein En suédois? en suédois, d'apprentissage du suédois pour pouvoir me débrouiller encore mieux. Et ça a été un flop total parce qu'il était complètement traumatisé puisque je le mettais là, il arrivait, il comprenait tout à la maison, il respectait 2, 3 consignes à la fois, il dit mets ton manteau, va chercher tes souliers et tout. Et du jour au lendemain, il arrivait, il ne comprenait plus rien. Là, ça Mmh. l'a déstabilisé, mais complètement. La dame, elle disait qu'il pleurait, il pleurait tout le temps parce qu'il ne comprenait pas. D'accord. Il était heureux que quand il était dehors. Puis j'imagine que ça peut être la même chose qui se passe ici dans la région en contexte minoritaire si ton enfant va du jour au lendemain dans un service de garde dans la langue ou une langue qu'il n'a jamais entendue. Non, je comprends ça, ouais, Mais il y a moins de clairement. risques parce qu'on entend quand même toujours le français ou l'anglais autour de nous, là. C'est ça aussi. Juste pour ajouter un peu à l'anecdote, j'avais entendu quelqu'un qui travaille, qui travaillait au CAFI, le centre d'aide pour les immigrants Oui, francophones, le oui. centre d'accueil peut-être, je Centre sais plus, centre d'accueil d'accueil, francophone pour les qui disait immigrants, que oui. les nouveaux immigrants qui avaient des enfants voulaient placer leurs enfants dans les écoles anglophones Oui, pour qu'ils puissent apprendre l'anglais parce qu'ils ne oui, connaissaient pas forcément et que c'était la langue majoritaire et oui, il fallait maîtriser l'anglais. oui. Et il disait notamment que lui, il recommandait pas du tout ça Non, parce que l'anglais, ça s'attrape, alors que le exact, français, ça ne s'attrape pas, il faut exact. l'apprendre. Mhm. Donc, j'espère qu'il y aura des gens du CAFI qui entreront en contact avec toi Mais c'est ce qui est pour discuter. conseillé hein, en milieu minoritaire, de toujours mettre, si tu as le choix des langues, d'essayer de mettre ton enfant dans la langue minoritaire, parce que la langue majoritaire, il va l'apprendre dans sa communauté, dans la rue, en allant faire les courses, à la Mhm. télé. Donc, de toujours prioriser, de mettre le plus de qualité possible et de quantité dans la langue minoritaire, parce que la langue majoritaire nous entoure toujours, quoi. On baigne dedans. Ouais. Donc, il est 14h03. Il y a plusieurs questions. Ah bon? Ouais, je vais pas dire beaucoup, il y a plusieurs questions. Et je vais regarder un petit peu. Alors, Laura qui dit que ton sujet est très intéressant, qu'elle a hâte d'en savoir plus sur les résultats de recherche, éventuellement. Oui, le plus tôt possible. Ça. Alors, elle pose aussi une question. Quelles sont les données, ou des données connues qui seraient intéressantes à partager sur la transmission de la langue et que tu as vu en faisant ta revue de littérature? Bon, on a un peu abordé, je ne sais Ouais. pas à quel moment Laura t'a posé cette question, mais Ben, j'ai quelques données canadiennes, là. Certaines données datent quand même de déjà une dizaine d'années, mais j'ai aussi parcouru les données de Recensement Canada 2012, 2006, 2016. Et par exemple, si vous voulez vraiment avoir des chiffres, on dit les familles endogames qui vivent en milieu minoritaire, c'est-à-dire où les deux parents parlent le français, par exemple. Parce que la plupart des données sont sur les deux langues officielles, français et anglais. Moins de données sont sur les allophones. Disent des parents dont les deux parents parlent français qui vivraient en milieu minoritaire, la transmission de la langue se ferait à environ à 93 %. Alors que si si c'est une famille exogame dont un des parents est francophone et l'autre anglophone, bien, ça diminue déjà à 50 % seulement. mhm, Que seulement 50 % des enfants vont acquérir le français au moins autant que l'anglais. quand même. Il y Ouais. a vraiment un gros impact Oui, oui, là-dessus. oui. Puis pour les allophones, oui, il y a des données aussi là, pour les allophones qui disent que
La plupart de tous les immigrants qui rentrent, il y en a environ que 3% qui seraient francophones d'origine, donc ce sont la plupart du temps les allophones. Et environ seulement 1% de tous les allophones canadiens vont choisir le français plutôt que l'anglais. Donc 99% des allophones vont choisir comme langue d'apprentissage l'anglais. Oui, forcément. Mm. Une autre question qui arrive ici, c'est pourquoi ne pas ouvrir le questionnaire également aux nouveaux arrivants avec enfants qui doivent faire un choix linguistique en venant s'installer au Nouveau-Brunswick? Je pense que le questionnaire est ouvert. Eh bien, Non? ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, le questionnaire A est seulement pour les futurs parents, mais les futurs parents aussi de nouveaux arrivants. D'ailleurs, j'ai un répondant qui est un nouvel arrivant allophone. Le questionnaire a été rempli avec une interprète. J'en ai un. C'est déjà ça. Mais j'en ai un. Et là, justement, pour régler un de mes problèmes de recrutement, je suis en pourparlers, je suis en démarche là, pour essayer, en fait, d'ajuster mon questionnaire un mini peu pour pouvoir faire un deuxième questionnaire qui serait pour les parents d'enfants de 0-3 ans. Parce que je m'intéresse vraiment à l'acquisition de la langue puis le développement langagier au début. Donc, oui, normalement, si tout est accepté, il devrait avoir fin janvier un deuxième questionnaire qui va sortir. À peu près les mêmes questions adaptées pour ceux qui sont déjà parents, mais d'enfants de moins de 3 ans. Donc ça vient. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Parfait. Donc Catherine sera très contente de l'apprendre. Il faut encore que ce soit approuvé, par exemple. Ça s'en Oui, vient oui. dans mon rêve, là, pour l'instant, mais on attend que ça soit Il y approuvé. a toujours des étapes. Oui. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, donc si vous nous regardez, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo Facebook. En attendant, on va pouvoir sortir le dossier technologie de l'information et les communications en éducation. Ouh. Alors, tu as travaillé à la TELUC, si je ne m'abuse. C'était un contrat de recherche, oui, pour la TELUC, ouais. Pour un groupe de recherche, en fait, qui s'appelait le GIREFAD, là, le groupe interinstitutionnel de recherche en formation à distance. Donc, on était plusieurs universités. Moi, j'étais à l'UQAR, à Rimouski. Puis, le gros du fonctionnement se passait à la TELUC, ouais. Donc, la TELUC, c'est la téléuniversité, Oui, en fait. au Québec, ouais. Et ça se passe, donc le but, c'est de former les gens à distance. Oui, des Donc, certificats, forcément, des bacs, c'est des ça. Donc, maîtrises à distance. on est au niveau postsecondaire, on n'est pas Oui. dans le côté secondaire ou ni primaire. Non. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail-là? Est-ce qu'il y a des résultats de recherche que tu voudrais nous partager là-dessus? Bien, c'était très intéressant, en fait, comme contrat de recherche. Évidemment, on était, bien, pas nécessairement évidemment, mais on était beaucoup dans le qualitatif. Donc, on s'intéressait à la qualité des interactions à l'époque entre les tuteurs, parce qu'on n'appelait pas ça des chargés de cours en formation à distance et des tuteurs, la qualité des interactions entre les tuteurs et leurs étudiants. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui ferait en sorte que l'étudiant persiste, parce qu'en formation à distance, on notait beaucoup plus d'abandon que dans les cours en présentiel. Je ne sais pas si ça va être le cas, parce que là, à l'université, tout est à distance depuis l'automne. Je ne sais pas s'il va y avoir moins de rétention des étudiants Ça, c'est une grande maintenant. question. Ouais. Parce que normalement, dans les cours à distance, on note beaucoup plus d'abandon. Pas nécessairement d'échec, mais d'abandon. C'est ça. Alors, juste pour la parenthèse, la direction de l'Université de Moncton a fait un sondage, a partagé les résultats d'un sondage récemment par rapport à la satisfaction des étudiants dans cette période de pandémie où quasiment tous les cours se font à distance. Et on observe une grosse baisse de satisfaction chez les étudiants, notamment de 2e, 3e, 4e année. Je parle au bac. Les étudiants de première année sont globalement satisfaits parce qu'ils viennent d'arriver, ils connaissent que ça, ils n'ont pas connu la vie étudiante d'avant, donc c'est peut-être plus facile de s'adapter de cette façon-là. Et c'est ça, donc ça pose vraiment des défis d'avoir la pandémie. Ouais. Mais de façon intéressante, les effectifs à l'Université de Moncton ont augmenté cette année. Parce que tu n'as plus besoin de te déplacer pour venir, peut-être? Il y a de ça, et probablement de ça aussi, effectivement. Plus certains campus qui font du présentiel, comme le campus de Chipagan. Donc, il y a différents facteurs. Bref, je m'écarte un petit peu. Mais c'est ça, sur les technologies de l'information communication. Est-ce qu'au niveau secondaire ou primaire, tu as des données là-dessus? Non, ou non, pas non, trop? c'était vraiment au niveau postsecondaire. Puis ce qu'on avait noté, en fait, c'est que plus la tutrice, parce qu'on avait fait un prototype, un module qui prenait environ une dizaine d'heures à faire, puis les étudiants étaient volontaires pour faire le module, puis les tutrices étaient volontaires pour être les enseignants de ce module-là. Là. C'était
Un prototype, donc, et les étudiants étaient unanimes pour dire que la tutrice qui apportait le plus de commentaires socio-affectifs donnait envie de rester. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Ah, je comprends que tu n'as pas eu le temps. Toujours des petits commentaires qualitatifs, Mhm. affectifs. C'était très apprécié chez les étudiants. Donc, je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça peut donner une perche pour quelques enseignants qui vont plus être du tac au tac. Peut-être que ça aiderait les étudiants si on sentait qu'on prend leur santé à cœur, quoi. Je C'est sais pas. ça. Mais il y a aussi, c'est ça, ça pose beaucoup de défis de faire l'enseignement à distance, à la fois pour les étudiants et Mhm. pour les professeurs. Donc, effectivement, ça change complètement la relation entre apprenants et enseignants. Donc, Oui, là-dessus, ouais. Puis ce qui était dit par la recherche aussi, c'est que c'est important de prendre tout ce qui est disponible, c'est-à-dire les forums, les blogs, les chats. C'est tu- c'est juste un chat, mais quand même, ça diminue l'isolement. De participer en ligne, d'essayer de faire des discussions de groupe entre les étudiants aussi, de profiter là, de tout ce qui est offert par la plateforme Team pour plus avoir l'impression d'être seul, quoi. créer du lien, en fait. Créer du lien pendant ces Créer du cours lien, et, ouais. et que les gens, c'est ça. Et participer à ces cours, peut-être ça serait moins ennuyant aussi. C'est ça. Rester devant son écran toute la journée à écouter un professeur faire un cours magistral, ou plusieurs Oui, professeurs faire des cours magistraux, c'est vrai que ça doit être usant. oui. J'ai la chance de ne plus suivre de cours, Mhm, donc tant mieux. Mais c'est vrai que la majorité des étudiants à l'Université de Moncton semblent insatisfaits en tout cas de la façon mhm. dont les choses sont faites actuellement. Après, on peut toujours souhaiter, enfin, il faut que les professeurs soient formés et qu'ils aient les Oui. bons outils pour Mhm. pouvoir comprendre comment mieux, justement, créer des interactions dans leurs cours. Et je pense Faire qu'il des y a, petits il y a tout, c'est sondages. ça, tout le monde travaille là-dessus, que ce soit du côté étudiant ou du côté administratif. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Donc, j'espère vraiment que la situation va s'améliorer. Ouais. COVID demande de travailler beaucoup, beaucoup sur plein de projets qu'on avait depuis longtemps, mais de les faire tout de suite maintenant parce que le besoin est tout de suite maintenant, quoi. Et c'est des choses qui pourront Mm. aussi, une fois que la pandémie sera finie, si elle se termine, qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Donc une fois qu'on aura passé cette phase-là, ce sont des choses qui sont vraiment utiles encore Oui. et savoir améliorer les interactions dans les cours, que ce soit en ligne ou en classe, c'est des choses qui sont toujours utiles pour les professeurs et que les étudiants, je pense, apprécieront. Donc rien n'est perdu, on va le dire comme ça. Alors je vois pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez toujours, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que moi j'ai encore des questions en stock? Je pense que j'ai toujours des questions en stock. Ah oui, oui. Alors, j'avais lu sur une biographie, de toi sur internet que tu t'étais impliqué dans un groupe de jeux alors attends, c'était quoi de jeux? Communautaire. C'est jeux Oui. communautaires, c'est ça? Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quelque chose qui m'avait intrigué là-dessus. Qu'est-ce que c'est comme groupe? À quoi ça sert? Ben, en fait, ce sont des groupes qui sont avec les centres de ressources familiales du Nouveau-Brunswick. Moi, je travaillais pour le centre de ressources familiales de Westmoreland-Albert, qui est ici à Moncton. Et il offre, en fait, on appelle ça des groupes-jeux. Il offre, en fait, des plages horaires de 2 à 3 heures pour les parents avec leurs enfants ou la gardienne avec leurs enfants pour venir rencontrer d'autres enfants et jouer. Et dans cette plage horaire de 3 heures, tu as toujours une partie de jeu libre. Il y avait toujours un bricolage éducatif, l'histoire, une petite histoire aussi. Donc, pour essayer, il y avait quand même une idée d'éveil à la littératie, d'éveil au bricolage, comment tenir des ciseaux et tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont parents à la maison Mhm. et qui cherchent des activités à faire avec leurs enfants. Et le Centre de ressources familiales, qui est une ressource, un organisme génial, offre ce type de choses-là. Donc, eux, ils sont ouverts 5 jours semaine. Les groupes jeux dans les villes et villages autour, c'est seulement une fois par semaine. Donc, ils offrent des activités pour que les enfants restent actifs, des matinées musicales, des bricolages, toutes sortes de choses. Malheureusement, avec la pandémie, on ne peut plus aller sur place au groupe jeu. Par contre, l'équipe fait des capsules virtuelles à l'heure où c'était censé être des capsules pardon, virtuelles sur Facebook. C'est super intéressant. Donc l'intervenante, l'éducatrice est assise et a fait l'heure musicale avec la caméra, comme on fait vous et moi Mhm. là, présentement.
Ouais, donc c'est pour stimuler un peu stimuler les apprentissages des enfants, mais aussi stimuler le côté social des parents, parce que quand tes parents à la maison, tu te sens souvent vite isolé, là. Mhm. Donc, c'est pour que les parents puissent se rencontrer. Puis en même temps, ils offrent aussi des ateliers d'aide aux parentalités quand tu as des défis avec tes enfants ou tu aimerais être meilleur dans tel domaine ou tel domaine, domaine affectif, domaine disciplinaire. Mais ils offrent des ateliers sur la parentalité pour t'aider, te donner des outils pour être le parent que tu voudrais être, mais que tu n'arrives pas à être encore. Des outils linguistiques aussi ou... Des outils linguistiques, oui, non. Là. Des outils de développement langagier, oui, Oui. mais pas dans une langue précise, là, parce que le Centre de ressources, c'est un des rares organismes qui est encore bilingue aujourd'hui. Donc, eux, comme ils sont avec le gouvernement fédéral plutôt que provincial, ben, ils offrent tout dans les deux langues. Donc, à D'accord. l'époque où on pouvait y aller, c'était une semaine en français, une semaine en anglais, une semaine en français, une semaine en anglais, où tout était, sinon, c'était bilingue en simultané. Donc, Mhm. puis ils ont aussi fait des groupes jeux pour les Syriens quand ils sont arrivés il y a 3 ans. Là, ils se sont retournés sur un 10 sous pour offrir des activités aux enfants qui étaient pris dans des motels toute la Ouais. journée pendant qu'ils attendaient leur logement, quoi. Donc, Donc, ouais, une belle ressource. c'est une très belle ressource à Mhm. utiliser, puis à aider aussi, parce que, veux pas, tous les organismes ont besoin d'aide dans ces temps. Tout à fait. Puis je vois aussi, enfin, sans trop creuser le sujet, mais il y a eu un taux de pauvreté important au de pauvreté infantile important au Nouveau-Brunswick, donc c'est aussi Mhm. des organismes essentiels Oui, pour la ben, c'est de justice sociale. Mhm. l'intervention précoce aussi qu'ils font, là, tu sais. Ouais. Parce qu'après, les intervenantes qui sont là sont formées pour aiguiller le parent vers, tu sais, le parent va, on finit par créer un lien de confiance, puis après, tu vas te dire, ah, je suis un peu inquiète pour telle affaire de mon Mhm. enfant. Et là, les intervenants vont aiguiller vers des organismes plus spécialisés. Donc un vrai rôle social. Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est un rôle très, très, très important, Donc oui. à soutenir, Oui. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne crois pas. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Je pense on a fait pas mal le tour de beaucoup de choses dans ton projet de recherche. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter là-dessus. Non, je ne sais pas s'il y a des questions du public. Pour l'instant, ben, c'est ça. J'en suis à récolter les réponses de mon questionnaire. Devrait avoir un deuxième questionnaire qui sort en janvier. Ensuite, au printemps, je vais faire les entrevues. Et dès l'été, la fin du printemps, je devrais pouvoir analyser. Puis des résultats devraient sortir l'an prochain. Mais c'est sûr que moi, je fais une thèse par article. Des fois, ça peut prendre 1 an ou 2 avant qu'un article soit accepté, donc avant que les résultats sortent. Mais je vais sûrement je vais donner une conférence au printemps à l'ACFAS. Pour le congrès? En fait, je ne vais pas donner une conférence. J'ai fait une proposition de communication. Si on m'accepte, ben, je devrais avoir des résultats préliminaires à présenter à l'ACFAS, j'espère. D'ailleurs, Ouais. cette année, le congrès sera en format hybride, donc Oui, je pense que tu vas donc peut-être la faire à distance. Je ne sais pas si... quelques-uns peuvent y aller, d'autres sont. Il y Ouais. aura aussi des activités grand public pour ce congrès, donc Oui, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des gens de la classe qui nous regardent, je sais qu'il y en a, mais euh, peut-être tu pourrais participer à un café des sciences ou quelque chose comme ça, si jamais ça t'intéresse. oui, peut-être. Je ne sais pas s'il va y avoir des capsules qui vont être accessibles au grand public sans inscription, là, je ne sais pas. Je Ça sais pas. reste, je pense que c'est encore en discussion, mais Ouais. ça va être je pense qu'il y aura un beau programme quand même. Ce serait bien, hein, parce que vu que Mhm. tout est à distance, après, c'est sky is the limit, là, excusez-moi l'anglicisme, mais toutes les possibilités peuvent s'offrir à nous, là. Tout à fait. Ah, c'est une belle conclusion. Donc, merci à vous donc on arrive à la fin de la causerie. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci Marie-Hélène d'avoir accepté Merci à vous. l'invitation encore. Puis merci de contribuer à la production et à la diffusion des savoirs en Acadie, finalement. C'est pour ça que l'ACFAS Acadie est là aussi. Donc, je remercie Andy qui est là derrière, que vous ne voyez pas, mais qui gère toute la technique comme d'habitude. Et sans qui nous ne pourrions, en tout cas on pourrait le faire, mais ce serait moins beau. Vous ne voyez pas le setup, mais si c'est quand même c'est beau, Oui, et très professionnel, très professionnel. très angoissant aussi. J'espère que t'as pas trop été angoissé quand même. Donc je remercie Andy et puis également Rémi qui, je ne sais pas s'il est là, mais peut-être derrière du service à la vie étudiante et socioculturelle donc pour tout ce soutien logistique. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de regarder le questionnaire, de transférer le questionnaire éventuellement à vos amis qui attendraient un enfant ou qui seraient sur le point d'attendre un enfant, parce que c'est quand même un sujet qui peut les intéresser. Vous pouvez leur partager cette causerie aussi qui va être disponible sur Facebook et bientôt sur YouTube.
Donc, c'est une ressource qui va être là. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, merci de nous avoir suivis, vous qui êtes nombreux sur la page Facebook ou sur Twitch. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez nos différentes activités sur notre page Facebook de l'Access Acadie, sur la page Facebook du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. C'est un peu long à dire, mais j'aime bien le dire en entier. En parlant de ça, le service à la vie étudiante a déjà publié sa programmation pour la première semaine de la rentrée, la semaine du 11 au 15 janvier. N'hésitez pas à aller voir toutes ces activités qui sont proposées. D'ailleurs, nous, on se retrouve pour la prochaine causerie avec Laurie Ménard, qui a également participé à ma thèse en 180 secondes, et qui fera une causerie donc, avec moi le vendredi 15 janvier 2021 à 13h30, donc un vendredi à 13h30, donc même jour, même heure. Et on parlera de l'aigle royal, parce que Laurie travaille sur l'aigle royal, notamment sur la plasticité de l'utilisation de l'habitat et sur les déplacements de cet animal. Donc plus d'informations à venir sur notre page. D'ici là, portez-vous bien et passez de très belles fêtes et aussi une belle fin de session. Bon courage à celles et ceux qui sont en examen en ce moment, qui ont dû subir toute cette session à distance et ça n'a pas été forcément facile. Et à bientôt.